Salut tout le monde. Alors voilà, la nouvelle vidéo est en ligne, vous la découvrez en même temps que moi. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est un élément qui est très souvent utilisé par les préparateurs ou par les personnes qui bidouillent leur voiture. Mais en fait, bien souvent, on sait vaguement comment ça marche. Enfin, bien souvent, certains savent même pas pourquoi est-ce qu'ils l'installent, parce que voilà, c'est fun. Et puis d'autres les installent, mais en fait ne savent pas vraiment comment ça marche, ou si le modèle qu'ils ont acheté fonctionne de façon optimale. Je veux parler bien sûr du catch-can. Alors, d'abord, le catch-can, à quoi ça sert? En fait, à la base, ça a été développé pour répondre aux normes anti-pollution et surtout assurer que le moteur fonctionne dans des conditions optimales pour éviter justement que la combustion se fasse avec des résidus d'huile. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur le cache-culasse, vous comprendrez mieux pourquoi je vous parle de ça. Parce qu'en fait, ça se recentre toujours sur le même sujet, c'est la gestion en fait de la masse d'air avalée par le moteur. Et qu'est-ce qui se passe? Des volumes d'air qui sont piégés dans le moteur et qui sont recirculés par le moteur, autrement dit qui sont réavalés et réinsérés dans le circuit de combustion. Le catch-can, justement, il permet de remédier à pas mal de problèmes. C'est un concept qui est extrêmement simple, hein. Le principe physique de base, il est bête comme la lune. Mais l'avantage, c'est que ça marche vraiment très bien. Alors, comment ça fonctionne? En fait, le catch-can, vous avez toujours le même principe. C'est un bête container en métal, si possible, donc aluminium ou acier. Et en fait, vous avez deux ports minimum, voire trois, un troisième. Vous avez une entrée, une sortie, et en fait, l'air qui revient du cache-culasse rentre dans le catch-can. Ici, subit un traitement magique, on va dire, voilà, et ressort par le deuxième port. Pour la sortie, vous avez le choix. Soit vous mettez un petit filtre et ça rejette en fait à l'atmosphère. Bon bah ça pose pas de problème, voilà, ça peut arriver. Ça peut poser des problèmes par contre si vous avez une gestion électronique qui ne supporte pas ce type de choses, mais on en discutera plus tard. Et la deuxième solution la plus simple et la plus souvent utilisée, c'est une réinjection en fait de la sortie dans le circuit d'alimentation du moteur via soit le collecteur d'admission, soit directement la pipe d'admission, ou bien avant le turbo. Toujours avant le turbo, hein. Voilà, donc ça c'est le principe de fonctionnement de base du catch-can. Et en fait le catch-can il est censé donc traiter les vapeurs qui viennent de votre moteur, séparer donc ces vapeurs à l'intérieur de l'huile et des contaminants qui sont en suspension dans cette vapeur, et ensuite rejeter donc par la sortie, comme on vient de le dire, un air qui normalement est épuré de pas mal de choses. Ça c'est pour le fonctionnement, je dirais, théorique de la chose. Maintenant, en pratique, il y a beaucoup de catch-can qui sont mal installés, ou qui sont mal faits, mal conçus, ou qui sont carrément un peu gadgets et qui servent pas à grand-chose. Et en fait, dans, je dirais, sans vouloir m'avancer, 8 fois sur 10, les catch-can, eh ben, en fait, ils restent désespérément vides toute leur vie, ou alors il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, ou bien pire, ils provoquent des problèmes sur le moteur dans lequel ils sont installés, si ceux-ci ne sont pas faits correctement ou pas installés correctement. Voilà, ça c'est la première chose. Donc vous l'avez compris, le principe, c'est simplement un séparateur air-huile, hein. Si vous avez à la maison un compresseur pour faire marcher vos outils pneumatiques, vous avez absolument la même chose sur votre circuit d'air qui sort du compresseur. Vous avez remarqué la petite cloche en plastique. En fait, c'est un séparateur air-eau ou air-huile. Et en fait, au bout de quelques jours de fonctionnement, vous purgez votre cloche, l'eau et l'huile qui est dedans sont évacuées et votre air reste bien sec. Et bien le catch-can, c'est absolument le même système. Voilà, pour vous imaginer la chose, je vous montre mon super séparateur régulateur de pression qui est installé sur mon compresseur. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez un manomètre qui vous indique la pression de service avec le petit bouton dessus pour régler la pression. Et dessous, vous avez donc une cloche transparente et on peut voir à l'intérieur que vous avez du liquide. En l'occurrence là, j'ai un peu d'eau, c'est la condensation, c'est normal. Et régulièrement, je tourne le petit robinet dessous pour évacuer. Et comme ça, l'air qui sort de mon compresseur reste bien sec et exempt de toute particule ou huile en suspension. Voilà, c'est le même principe que le catch-can, c'est absolument la même chose. Donc voilà, maintenant vous savez comment ça fonctionne. Alors, comment choisir un bon catch-can?
Alors, je vous le dis déjà tout de suite, par avance, je dépense pas de fortune à acheter des catch-cans qui viennent de chez Mishimoto ou des marques un peu fancy comme ça qui proposent des tops, des machins super, top performance, blablabla et tout. 9 fois sur 10, ça vient de la même usine, des mêmes fabricants chinois qui mettent un beau logo, remplacent 2-3 bidules et puis voilà. Un bon catch-can, en fait, il doit obéir à plusieurs règles. D'abord, comme on l'a dit, c'est un principe qui fonctionne sur une loi de la physique extrêmement simple, c'est le principe de la condensation. Donc il faut d'abord créer un différentiel de température entre l'extérieur et l'intérieur. Ainsi, votre catch-can fonctionnera beaucoup mieux, puisqu'en fait, avec la différence de température, vous allez d'abord provoquer un phénomène de condensation sur les parois internes de votre catch-can grâce à la différence de température. Vous avez l'air extérieur qui est à, on va dire, 5 degrés en hiver, qui est à 15 degrés en été ou 20 degrés avec le déplacement de la voiture. Et à l'intérieur, on va y balancer des gaz qui viennent en fait de la recirculation du moteur, qui vont être peut-être à 60 degrés. Donc vous l'avez compris, il y a une énorme différence de température entre les gaz qui vont rentrer et la température extérieure, et vous aurez le même phénomène qui va se passer sur vos vitres en hiver, de la belle condensation et de la buée. Donc pour ça, il faut un catch-can qui soit en métal, puisqu'en fait le métal est un meilleur conducteur de la chaleur que le plastique. Donc vous pouvez bannir déjà tous les catch-cans qui sont en plastique, en résine ou en fibre de carbone, puisqu'en fait ce sont de très mauvais conducteurs de la chaleur. Le top, c'est l'aluminium, qui conduit très bien la chaleur, et également l'acier. Donc un bon vieux catch-can en tôle, ça fait très bien l'affaire. Voilà, tout se casse la figure. Alors, anodisation ou pas? L'anodisation, c'est une couche de protection qui se met par-dessus l'aluminium. Elle empêche l'aluminium de s'oxyder. Et oui, l'aluminium, ça s'oxyde. Et en fait, l'anodisation, elle permet de protéger et de faire un joli rendu. L'inconvénient, c'est que c'est aussi une barrière thermique. Donc, l'anodisation, c'est bien, c'est joli, c'est fancy, mais en fait, ça grève un peu les performances d'un catch-can. Alors attention, hein, on est à l'ordre du pougnème, hein, donc à moins que vous fassiez un usage assez intense de votre véhicule, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc ça, c'est juste anecdotique. La première chose. Ensuite, l'intérieur du catch-can. Voilà, là vous avez un exemple. C'est les modèles que j'achète. Je les prends chez les Chinois, hein, AliExpress. C'est des catch-can qui valent 10 balles. Et ça va très bien. Et vous allez comprendre pourquoi j'aime bien ces catch-can-là. Alors, première chose. D'abord, le volume intérieur. Il doit être généreux. Oubliez les catch-can qui sont minuscules. Plus le catch-can est gros, meilleur c'est. D'abord parce que vous aurez une surface d'échange qui va être plus importante, et surtout aussi parce que vous aurez un volume plus important. Et si votre catch-can se remplit vite, eh bien en fait, vous le viderez moins longtemps. Okay, ce que je vous ai dit là, c'est pas une révolution. Très bien, première chose, donc un volume important à l'intérieur et bien dégagé. Deuxième chose, ce qui est important, et ça c'est même vital sur un catch-can, la section d'entrée-sortie. Là, vous pouvez voir, c'est un bon exemple. D'origine, ce catch-can, il est fourni donc sans les raccords à N. Voilà. Il est fourni comme ça. Et vous avez deux connecteurs barbes qui se vissent dessus. Donc les connecteurs barbes, c'est les connecteurs avec, vous savez, les dentelures sur les tuyaux. Comme ça, quand vous mettez le tuyau à l'intérieur, il reste bloqué. Voilà, là vous avez un diamètre intérieur qui est de 14 mm. Donc c'est le diamètre du AN10. Très bien. Ça, 14 mm AN10, c'est un minimum pour un bon catch-can. Si vous avez des catch-can qui sont vendus avec des diamètres plus petits, vous oubliez. Puisqu'en fait, vous n'aurez pas assez de flow en entrée et en sortie pour assurer une bonne ventilation de votre moteur. Donc ne faites jamais l'impasse sur les diamètres entrée-sortie de votre catch-can. Quand vous l'achetez, vous regardez toujours déjà si les entrées-sorties sont filetées. Et s'ils le sont, avec quel diamètre? Et comme ça, vous saurez exactement si c'est un bon catch-can. Si c'est du M14, vous pouvez y aller, c'est un goal. Très bien. Ensuite, adapter sur ce catch-can des raccords. Alors là, vous avez plein de choses possibles. Évidemment, on serait tenté pour mettre du AN6. C'est extrêmement courant, c'est ce qu'on met sur les lignes de fuel et ainsi de suite. Mais c'est vraiment trop petit. Si vous regardez l'intérieur, AN6, c'est à peine 6 mm. Là, c'est un AN6 qui a été retaillé. Et vous voyez qu'en fait, ça a été donc repercé à l'intérieur. Et en fait, c'est déjà bien, c'est pas très grand. Voilà, ça c'est un AN6 normal. Vous voyez, AN6 par rapport au AN14, ça rentre à l'intérieur. Donc c'est vraiment tout petit.
Donc, pour un catch-can, vous oubliez le AN6, le top c'est AN10. Vous n'allez pas en dessous de cette valeur-là, AN10, ou bien un tuyau qui fait 14 mm de diamètre intérieur, 14-13 mm. Voilà, ça c'est extrêmement important, puisque comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, si vous n'avez pas un flow entrée-sortie suffisant, votre catch-can en fait ne sert pas à grand chose et votre moteur ne peut pas évacuer complètement donc les gaz et les volumes d'air piégés à l'intérieur, et ça provoque sur votre moteur d'autres phénomènes qui ne sont pas désirés. Voilà, ça c'est le premier point, donc l'histoire des connecteurs. Un point aussi qui est important sur un catch-can, achetez toujours un catch-can qui a un niveau qui est visible. Voilà, alors je sais, c'est pas très beau, ça prend de la place, mais il faut toujours avoir une vision immédiate du niveau qui est à l'intérieur de votre catch-can. Si vous ne faites pas attention à ça, il va se remplir, s'il fonctionne bien, progressivement, il va arriver jusqu'au sommet, et là, vous allez avoir de mauvaises surprises, puisqu'en fait, c'est directement votre moteur qui va se transformer en pompe à huile et en pompe à bouillasse, et qui va réabsorber généreusement tout ce que vous avez stocké dans le catch-can. Donc, le niveau visible, ça c'est indispensable. Ne pas utiliser un catch-can si vous n'avez pas un niveau visible. Certains, j'ai vu par exemple, catch-can ont une sorte de petite tirette que vous enlevez dessus et que vous sortez pour regarder le niveau à l'intérieur. Ouais, pourquoi pas. Pour moi, c'est pas forcément extrêmement fiable. Et j'aime bien de temps en temps jeter un petit coup d'œil sur le niveau visible de mes catch-can. Quand j'ouvre le capot moteur, ça prend une demi-seconde et c'est beaucoup plus simple. Et au moins, c'est facile à faire. Ok, autre point super important d'un catch-can, un bouchon de vidange. Et oui, il y a des catch-can qui sont vendus sans bouchon de vidange, et ça c'est terrible. Ça veut dire que quand vous voulez le vider, eh bien il faut démonter les connecteurs qui sont ici, ou dévisser, sortir votre catch-can de la voiture, enfin du labé moteur, le verser quelque part, pas dans la pelouse, hein, on avait compris. Et puis ensuite après refaire toute l'opération inverse, ça prend des plombes, c'est chiant, c'est pénible, on n'a pas que ça à faire. Bref, toujours un catch-can avec un bouchon de vidange, ça c'est indispensable. Voilà, si possible, un bouchon de vidange avec un paramétrique, comme j'ai noté ici, M12 par 1.5, parce que l'avantage, c'est qu'après, vous y mettez un peu tout ce que vous voulez, et moi, je vous montrerai plus tard ce que j'ai fait comme modification sur mes catch-can. Vous verrez, ça vous change la vie. Voilà. Ensuite, un point qui est extrêmement important. Alors ça, pour moi, c'est le plus important sur les catch-can. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention, c'est s'assurer que vous avez un catch-can qui peut être modifié, entre guillemets, assez généreusement. Donc optez pour un modèle qui a des parois assez épaisses, comme ça vous pouvez percer dedans, vous pouvez souder, tarauder, faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment agréable et ça vous évite bien des galères quand vous montez un catch-can sur un véhicule, puisqu'en fait, bien souvent, il faut modifier l'adaptation des connecteurs entrée-sortie. Vous voyez là, par exemple, vous avez un bon exemple. Celui-ci, j'ai dû le modifier pour pouvoir justement mettre un raccord qui soit excentré. Eh bien, vous avez la tête d'origine et la tête après. Donc, vous voyez qu'il s'est passé des choses entre-temps. Voilà. Donc, choisissez toujours un modèle qui soit démontable, qui soit adaptable, et ainsi de suite. Et comme ça, l'avantage, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Donc, pensez bien, un modèle démontable, ça c'est extrêmement important. Un modèle qui soit généreux en termes de matière. Un modèle qui soit assez vaste à l'intérieur, assez dégagé. Un niveau visible et un bouchon de vidange. Et surtout, élément primordial, les entrées-sorties qui doivent être les plus généreuses possibles. Voilà, ça c'est les grands points, c'est les grandes lignes. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce que je bricole avec mes catch-can pour les rendre super performants. Et vous allez voir, c'est pas grand-chose, c'est très simple, ça obéit simplement à quelques lois de la physique qui sont extrêmement basiques, mais ça vous permet ensuite d'avoir un catch-can dans votre voiture qui sera très performant, alors se remplira très vite, je suis d'accord avec vous, mais l'avantage, vous aurez une combustion qui sera extrêmement propre, et vous aurez ainsi un air recyclé qui sera exempt de tout problème, toute huile aux particules. Et pour ceux qui suivent cette vidéo et qui ont déjà un catch-can dans leur véhicule qui fonctionne bien et qui le vident de temps en temps, ils savent très bien de quoi je parle. Le liquide qui en sort est pas forcément très ragoûtant. Donc vous imaginez bien que si on peut épargner ça à nos moteurs qu'on bichonne et qu'on bidouille, c'est toujours ça de prix. Voilà, suite de la vidéo, je vous montre comment on customise nos catch-can pour qu'ils marchent
super bien. À tout de suite. Voilà, donc première étape de la modification des catch-can. Alors, cet exemple-là est un peu parlant, mais ça va vous donner un peu des pistes. Premièrement, si vous avez une modification à faire au niveau des têtes, pour l'adaptation de raccords et changer comme moi l'orientation de raccords ou que sais-je, vous pouvez très bien opter pour la solution de la soudure alu. Alors c'est bien, c'est sympa, mais il faut être équipé, il faut savoir souder. C'est pas mon cas. Donc voilà, il y a des copains qui le font, mais c'est pas donné. Donc je le réserve plutôt à des préparations un peu plus poussées sur des tuyaux ou sur par exemple l'échangeur, des choses comme ça. Pour un catch-can, je m'embête pas, je perce grossièrement, j'installe mon raccord comme je le désire, et ensuite je fais une sorte de collage avec le JB Weld. Le JB Weld, c'est une résine époxy bicomposant américaine. Alors c'est assez incroyable, ça résiste à des contraintes thermiques et de pression qui sont délirantes. J'ai fait des pièces avec cette matière qui sont indestructibles et ça fonctionne très bien puisqu'en plus ça résiste à des pressions de fou. Donc pour un catch-can qui n'est pas soumis à des contraintes, je dirais mécaniques ou thermiques ou de pression qui sont délirantes, qui sont parfaitement normales, ça fonctionne très bien. En plus, c'est un produit qui, une fois travaillé, poncé à l'aspect identique à du métal. Donc vous allez voir par la suite, quand on va faire un coating de ce catch-can, vous ne verrez quasiment pas le fait que cette pièce-là a été rajoutée et que cette pièce a été modifiée. On a l'impression que c'est une belle soudure qui a été faite et tout passe correctement. Voilà, vous avez remarqué aussi l'intérieur est un petit peu bizarre. Alors oui, ce que je fais, c'est que vous l'avez compris, j'augmente la surface et les points d'accroche des gouttelettes d'huile dans la tête du catch-can en mettant des coups de forêt. Alors je prends un gros forêt de 8 mm et puis j'y vais généreusement. Là, c'est le travail préparatoire où je fais une sorte de marquage et après je creuse un peu plus, un peu style balle de golf. Et en fait, ça a effet de donner un peu de rugosité en fait à la surface. Et ça permet d'accrocher un peu plus les gouttes d'huile en suspension dans le volume d'air. Je fais ça uniquement dans la tête, puisque dans le corps du catch-can, bah, c'est quasiment impossible à faire, ou alors il faudrait que, je sais pas, je fasse une sorte de honing intérieur ou un truc comme ça, mais honnêtement, j'ai la flemme. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout ça à la sableuse et on va faire un joli coating externe avec le Heat Transfer de chez Cerakote. Le Heat Transfer, c'est un coating qui est un peu particulier. Il fait une très belle finition grise, de plus bel effet. C'est ce que je mets par exemple sur mes radiateurs à piping et puis également aussi la turbine compresseur du turbo. C'est un coating qui améliore le transfert thermique d'environ 30 à 40%. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est d'augmenter le delta entre la température extérieure et la température des gaz qui rentrent dans le catch-can pour augmenter en fait l'effet de condensation. Voilà, vous l'avez tout compris, l'idée c'est ça. Mais on a aussi d'autres astuces sous la main et je vous les montrerai après pour encore améliorer les choses. Pour l'instant, c'est la partie sablage. Et voilà, donc vous avez vu, étape sablage, c'est fait. Donc maintenant le catch-can a été débarrassé de sa couche d'anodisation. Donc avant, après, avant, après. Alors si jamais l'anodisation, pour ceux qui ne sont pas équipés qu'un compresseur, vous pouvez en fait l'enlever très facilement dans un bain de soude. L'anodisation, en fait, c'est un dépôt organique. Donc vous achetez de la lessive de soude. C'est des concentrés en bouteille de 1 litre. Vous remplissez ça dans un bac en plastique. Vous portez bien des gants et des masques, hein. C'est super important parce que ça dégage des vapeurs qui sont pas très agréables. C'est extrêmement corrosif pour tous les tissus organiques. Donc si vous avez une goutte qui va dans l'œil, eh bien vous risquez de le perdre. Donc des lunettes, des gants,
un masque sur le museau, et puis vous laissez tremper vos pièces dans ce bain de soude pendant quelques heures, et une fois que vous les sortez et que vous les rincez très généreusement à l'eau courante, l'anodisation devrait avoir disparu. Voilà, pour tous les autres comme moi qui ont un compresseur, eh ben, c'est très simple, cabine de sablage, et on sable tout ça pour faire tout disparaître, en sachant que pour le coating Cerakote, il faut un sable avec un mèche 100, et puis bombarder tout ça avec 5 à 6 bars de pression, c'est suffisant pour tout décaper. Voilà, donc tout a disparu, tout est bien propre, tout est nickel là, et je vais vous montrer aussi quelque chose qui peut être sympa. Voilà, au tout début de la vidéo, on parlait de mon récupérateur d'eau dans le circuit du compresseur. Et bien, vous voyez, preuve par l'image, le principe du catch can ici a très bien fonctionné. On est au mois de mars actuellement, chez moi, il doit faire 5 degrés dehors. Le compresseur, lui, eh bien, il génère de l'air comprimé. En le comprimant, il le réchauffe et cette eau se condense dans le bocal de récupération. Comme ça, ça m'évite de balancer de l'eau quand je fais du sablage ou quand je spraye avec ma peinture. Voilà, donc là vous avez preuve par l'image du principe de fonctionnement du catch can avec à gauche ici l'entrée, là elle est sortie et dessous le bocal de récupération. Bon, je donne une petite astuce pour le montage des catch can. Alors, bien souvent, on passe des heures à s'énerver pour faire une installation propre dans la B-moteur. Et puis le jour où on le sort pour le vider et pour le remonter, on ne sait plus comment il était connecté pour que tout se passe bien. Alors, ce que je fais, c'est que, vous voyez, moi, je fais, quand mon catch can est bien en position, quand tout est bien terminé, je fais une petite marque à la Dremel sur le côté, un détrompeur. Ici, voilà. Exactement, vous voyez bien, et l'avantage c'est qu'avec ce genre de marque, quand je le remonte, il faut que la marque tombe exactement en place, et comme ça, j'ai tout de suite le bon alignement de mon catch can avec les vis de montage, les petites vis comme ça, là, hop, je vous les montre, voilà, qui se mettent là-dedans, et puis ça m'évite de me prendre la tête, et comme ça je gagne du temps. Voilà. Voilà, donc maintenant la question existentielle, c'est comment faire pour améliorer les performances de ce catch can. Eh bien, en fait, certains catch can qui sont mieux conçus que d'autres possèdent des baffles intérieures. Mais bien souvent, les baffles, elles sont assez sommaires, ou alors c'est un bête grillage, tout simplement. Donc ça reprend un petit peu le principe du catch culasse de la vidéo précédente, mais en plus sommaire. Alors, moi, l'idée, c'est qu'on peut trouver des choses dans le commerce qu'on peut détourner, pour augmenter les performances et créer un baffling vraiment très performant. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Attention, suspense. Ceci. Devinez ce que c'est. Je ne vous pas attendre plus longtemps. En fait, ce sont des radiateurs en aluminium pour dissiper les lampes à LED. Ça se trouve chez les Chinois, AliExpress, pour 2 € pièce. Et ce qui est génial, c'est que ça fait exactement le diamètre de mes catch can. Donc si je le pose à l'intérieur, c'est nickel. C'est exactement la bonne dimension. Et vous allez me dire, ouais d'accord, ok, très bien, c'est sympa, mais quoi de bus? Eh bien en fait, l'idée, c'est de créer un labyrinthe. Regardez bien, ça va être magique. Là, vous avez l'entrée-sortie. C'est égal, la entrée-sortie. Donc ça rentre ici, ça sort ici. Ok. Comment faire pour que l'air qui rentre ici passe par un maximum de surface froide avant de ressortir ici? Et bien déjà, on installe ça, voilà, en faisant bien attention à l'alignement, vous voyez. Et vous allez voir cette petite zone ici, en fait extrêmement simple, sur ce radiateur à LED, c'est censé être utilisé pour visser la LED dessus. Et bien ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai découpé une petite tôle qui fait exactement cette dimension ici. Voilà, je la glisse dedans. Voilà, je fais ça avec ma deuxième main. Donc je glisse cette tôle à l'intérieur et quand je la mets ici, vous avez compris le principe. Et bien en fait j'ai fait une sorte de cloison qui n'est pas étanche, hein, mais c'est une cloison qui en fait permet de séparer le flux qui vient d'un côté, force le flux à passer au milieu ici contre cette cloison. Une partie du flux va aussi passer à travers les ailettes pour ensuite remonter le long ici jusqu'au bout. Donc si on prend le catch can en coupe, ça donne ça. Voilà, vous avez compris le principe. Hein. Ok, donc ça ne va pas jusqu'en bas.
Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc le flux remonte ici, passe dessous ici, remonte à nouveau le long de la paroi qui est ici à travers les ailettes pour ressortir ici. Voilà. Donc là, en fait, pour pas grand-chose, eh bien, on a fait en fait un super baffling du catch-can qui en fait va encore améliorer ses performances. Donc facile à faire, facile à prendre en main. Pas besoin d'outils spécifiques. Je vais simplement mettre 2 points de résine J-Beveled, donc l'époxy bicomposant, au fond de mon catch-can ici, pour coller avec 2 petits points le profil aluminium. Et puis la partie en métal au milieu, je peux la faire coulisser pour l'enlever. Ça force légèrement, mais c'est très bien. Comme ça, je pourrais l'enlever et la remettre quand j'ai envie. Voilà, ça c'est la première chose. Le deuxième petit secret, je vous le montre tout de suite. Attention, vous êtes prêts? Deuxième petit secret, ouh, ça va aller très vite. Voilà, vous avez deviné ce que c'était. Et oui, ce sont les bonnes vieilles éponges de grand-mère pour écurer les casseroles dans l'évier qui sont en inox. Donc en fait, c'est de la paille d'inox qui est très douce. Ça n'attaque pas les mains. Et en fait, l'avantage, c'est que, évidemment, c'est l'inox, donc c'est inoxydable, mais surtout, c'est une surface d'échange qui est juste démentielle et qui ne craint pas ni l'huile ni l'eau. Alors en fait, l'idée, c'est de mettre ça au fond et ensuite de refermer le tout avec ça. Et là, vous l'avez compris, dans mon catch-can, j'ai un super labyrinthe qui permet justement de bien condenser toutes les huiles en suspension et qui ne craint rien. Et le jour où je vais faire un peu d'entretien, je démonte ça, je sors ça, le profilé va venir avec, évidemment. Je dégage, hop, ma boule d'inox. Alors en général, j'en mets 2, hein, 2 au fond. Je la remplace, ça coûte rien, ça coûte 3 balles le sachet. Je vide tout ça et je remonte le tout et c'est goal. Voilà, maintenant on va fineler tout ça. Je vais sans doute aussi peut-être mettre ici une plaque en aluminium, pourquoi pas, je sais pas, on verra bien. Et puis après on va faire un joli coating. Alors, la partie donc sablage est terminée. Donc vous pouvez le voir, les pièces seront bien sablées. Et avant d'appliquer le coating, il y a une chose qui est extrêmement importante à faire, c'est de mettre des gants qui sont indispensables pour ne pas laisser de traces de doigts sur le produit avant de faire le coating. Un dégraissage aussi extrêmement minutieux doit être fait avec une microfibre et de l'acétone pur pour enlever vraiment toute trace d'impureté. Donc le chiffon doit sortir nickel quand vous frottez dessus avec de l'acétone. Quand vous avez atteint ce niveau, eh bien, il faut passer à la partie dégazage. Voilà, la partie dégazage. Alors, il faut une torche au gaz et il faut chauffer le métal pour faire évaporer toute l'eau résiduelle. Il faut faire ça sur l'ensemble de la pièce pour que vraiment la pièce soit vraiment très très sèche. Voilà, on va faire ce coating, le Transfer Grey, le C187 de Cerakote. Et pour ça, les pièces sont prêtes. Il n'y a plus qu'à, et avant, il faut bien agiter le flacon pendant de longues minutes. À tout de suite. Une bonne chose de faite. Donc, le coating vient d'être fait. Donc, voilà. Ça s'est bien passé. Maintenant, je commence à prendre le coup avec mes réglages. Donc, c'est uniforme, il n'y a pas de coulure, pas de traces. La couche n'est pas trop épaisse, pas trop fine. On devrait être pas mal. Donc, maintenant, il faut laisser environ sécher, enfin sécher entre guillemets pendant environ 1 heure pour qu'il n'y ait plus de contact avec les doigts. Et ensuite, c'est 5 jours de séchage. Séchage à l'air ambiant.
Alors résultat, on est presque à 5 jours de séchage du coating et ça rend plutôt pas mal. Le rendu est bien. J'ai juste mis 2 vis imbus pour tenir le tout, mais c'est bien lisse, c'est bien uniforme. Je suis content. Seul petit bémol, je maîtrise pas encore très bien la technique à 100%, du coup la couche est un peu épaisse. Là j'ai mesuré, je suis à 120-130 microns d'épaisseur, alors que normalement je devrais être moitié moins épais. Donc voilà, c'est un coup encore à prendre, j'ai encore beaucoup à apprendre pour maîtriser ce coating de façon parfaite. Bon, on va mettre devant maintenant les raccords pour le niveau visible, et après on est bon. Dernière nouvelle du front, alors bien voilà, les catch-cans ont été installés dans le moteur. Donc à droite le premier, et puis à gauche, à côté de l'intercooleur, le deuxième. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont pas trop mal accessibles, hein, ça va. J'ai les durites, les raccords à indice qui vont tous les deux, donc de l'un qui vient du cache-culasse ici, qui va là-dedans. Et puis pour le deuxième, évidemment, c'est aussi le cache-culasse, la sortie qui a été modifiée en A10 pour ensuite aller au catch-can et revenir après ici, hop, dans la tubulure d'admission juste avant le turbo. Voilà, alors je vous montre un petit peu les résultats. Alors là, j'ai fait une session donc à Brest pendant une journée, régime normal, donc une journée d'attaque, on va dire standard. Et voici les résultats. Alors je vous mets un peu de lumière. Là, vous avez le niveau en fait d'huile du catch-can qui est un petit peu visible. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là on voit. Donc il y a un petit peu d'huile dedans, donc il est rempli, on va dire au 1/4, 1/5. Et puis l'autre, par contre, alors il n'y a pas grand chose. Je pense qu'il est un petit peu dans le fond, c'est difficile à dire. On va les sortir pour voir ce qu'il y a dedans. Et comme ça, on pourra juger de l'efficacité. Alors voilà le catch-can, donc c'est le principal, hein, celui qui absorbe plus de vapeur d'huile. Il est tout beau, tout joli, avec son magnifique coating. Et comme vous pouvez le voir, il est bien rempli, puisqu'en fait il est plein quasiment à moitié. Donc on va le vider, et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans, ce joli mélange qui normalement a été absorbé par le moteur, et qui pour cette fois eh bien, reste dans le catch-can. J'ai mis un morceau de papier ménage dans le bol en plastique pour qu'on puisse voir un petit peu les petits résidus qu'il y aura dans le liquide. Je viens d'enlever les vis imbus qui sont au sommet du catch-can. On sort la bête. Ouh, la belle couleur. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça sent pas très bon. On dirait un mélange d'huile et d'eau. Voilà. Effectivement, c'est un mélange d'huile et d'eau. C'est pas très ragoûtant. Alors, on va verser le contenu du catch-can. Voilà. À la fin, on tirera le papier pour voir ce qu'on va y trouver. Les morceaux qui tombent avec. Ah, ça c'est la laine de roche, la paille de fer inox qui est au fond. Voilà. Et là, on peut voir que au fond, il y a une sorte de dépôt gélatineux, huileux, pas très propre. Voilà. Très bien. Ça fait ce qu'on appelle une émulsion, donc un mélange en fait d'eau et d'huile. Voilà. Et tout ça normalement aurait dû être avalé par le moteur. Donc voilà, là j'ai environ, on peut peser même pour voir, ça serait intéressant à faire. Voilà, j'ai une petite balance électronique
pas cher. On va peser le bol. Voilà, donc on a 340 grammes, 350 grammes. On va dire que mon bol vide pèse 100 grammes. Donc ça veut dire que là, on a un quart de litre d'huile, d'eau et de boue mélangée qui normalement aurait dû être mangé par le moteur. On va enlever le papier pour voir si on trouve des résidus ou des choses pas sympas, mais normalement ça ne devrait pas être le cas. Voilà, c'est bien moche, c'est bien vert marron et on peut bien voir qu'il n'y a pas de résidus, il y a seulement cette sorte de gélatine qui en fait est ce qu'on appelle une émulsion, donc en fait un mélange d'eau et d'huile. Voilà, contenu du catch-can après une journée de piste à Bresse, dans un rythme plutôt soutenu. Je pense que la démonstration est faite que c'est très utile et ça évite à votre moteur de manger de l'huile ou des choses pas très propres. Et voilà, le catch-can est à nouveau tout propre, tout beau. Alors ce qui est bien avec les coatings Cerakote, c'est qu'une fois que le coating est fait, ce revêtement est insensible à tout ce qui existe comme solvant, diluant, acide et même base. Donc ça veut dire que en fait, vous pouvez y aller directement au nettoyant pour les freins ou à l'acétone. Il s'en fiche complètement et ça reste complètement inerte. Donc le bon point, c'est que moi je rince donc mes catch-can au nettoyant pour frein avec le spray. L'avantage, ça fait un jet qui est puissant, qui décape bien et il reste plus une goutte de graisse quand ça ressort. Et tant que le jus ne sort pas transparent, je continue à sprayer à l'intérieur. Vous avez vu, c'est bien tout propre, tout beau. Voilà, et bien on n'a plus qu'à le remonter. Et voici donc à la fin de la vidéo. Et oui, donc l'aventure du catch-can c'est terminé. Vous avez pu voir avec moi donc les étapes pour l'amélioration et la conception de ces catch-can, pour qu'ils vous offrent un maximum de performance, tout en gardant une carburation propre, saine, et vous évite ainsi d'encrasser votre moteur et bien sûr de dégrader les performances. C'est l'idée globale de la chose. J'espère que la vidéo n'était pas trop ennuyeuse. Je sais que je suis un peu trop technique parfois ou que je me perds un petit peu dans les détails, mais voilà, c'est mon côté un petit peu jusqu'au boutiste, un peu pointilleux des choses, donc voilà. J'espère vous avoir convaincu d'en installer un sur votre voiture pour vos prochaines sorties circuit. Au quotidien, tous les jours pour un daily, pourquoi pas, c'est toujours mieux. Mais franchement, ce genre d'installation fonctionne quand même bien et offre plus d'avantages sur un véhicule orienté piste, où là, on recherche la performance dans tous les aspects. Voilà, c'est tout pour cette fois. Prochaine étape de la vidéo, donc prochaine vidéo, pardon. On va commencer à travailler sérieusement sur cette culasse. J'ai reçu entre-temps des barres d'alliage pour qu'on puisse s'occuper du trou EGR ici et ensuite faire le travail donc de conduit, l'élargissement des conduits, la pose des soupapes, le traitement Cerakote de la culasse, des chambres de combustion, des conduits d'admission et d'échappement, également aussi des culasses. Ça serait un truc total assez dingue. Voilà, je compte sur vous pour parler de ma chaîne à ceux que vous aimez, à ceux qui partagent la même passion que nous. N'hésitez pas à partager, à liker et à laisser un commentaire, c'est toujours sympa. Je réponds dans la mesure du possible. Et faire en sorte que cette petite chaîne prenne gentiment de l'ampleur. Vous êtes à chaque fois un peu plus nombreux à suivre les aventures de cette petite voiture. Et ça m'emplit de joie à chaque fois. Je suis très content. Merci encore à tous. À bientôt. Ciao, ciao.